Bonjour et bienvenue sur Égide, je suis Quentin, et aujourd'hui nous allons regarder ensemble toutes les armées et régiments de renom pour les Stormcast éternels. Mais avant cela, je tiens à remercier tout particulièrement toutes les personnes qui soutiennent la chaîne via le Tipeee, à savoir Damien et Isiltant. Si jamais vous souhaitez vous aussi soutenir le projet, n'hésitez pas à passer par le lien en description. Je tiens à préciser que je suis en train de travailler sur des éléments 3D de décor pour vos parties de jeu que je mettrai directement à disposition pour toutes les personnes qui participent au Tipeee. Donc c'est une récompense, entre guillemets, un remerciement pour toutes les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne à ce niveau. Allez, on est parti directement, let's go. Alors pour commencer, on va regarder la Dracosian Skywing, je veux dire. C'est l'armée de renom qui était sortie pendant la campagne narrative de la fin de la V3, qui était arrivée avec Ionus. Je l'ai expérimenté sur la fin de V3, elle avait certaines difficultés, notamment à cause du coût en point des unités, de la manière dont fonctionnait la V3. Je pense qu'en V4, elle est plus facilement jouable grâce, on va dire, aux modifications de la V4 qui rebalance l'équilibre. Attention, je ne pense pas que vous puissiez, on va dire, jouer en compétitif, optimisé et tout avec, mais cependant, en jeu égal, elle apporte quand même pas mal d'outils intéressants. Alors, le gros défaut, on va dire, de cette armée de renom, c'est le fait que vous êtes obligé de prendre que des dragons, donc à savoir Ionus, Krondys, Karazai, un High Draconis et des Stormdrake Guard. Point barre. Vous pouvez prendre des cartes faction, mais vu qu'il n'interagit pas avec des unités monstres, il ne sert à rien, donc je vous déconseille de le prendre. Ça sera des ressources données à vos adversaires. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de prendre que des dragons ? Bah parce qu'en fait, si vous voulez un prêtre, vous êtes obligé de prendre Ionus. Si vous voulez, un sorcier, vous êtes obligé de prendre Krondys. Vous n'avez plus d'Arcane Tome, il n'y a pas de choses comme ça qui vont vous permettre de custom un petit peu plus vos personnages comme on avait en V3. Donc voilà, assez compliqué, on va dire, dans la construction de liste, mais simple aussi si vous voulez que des dragons, c'est plutôt optimisé. Vous n'oubliez pas que quand on prend une armée de renom, vous perdez toutes les optimisations Battle Trade et Stormcast Eternal. Donc là, vous avez juste au War Scroll et on va gagner des Battle Trade, des optimisations supplémentaires qui peuvent compenser ou ajouter du gameplay. Donc comment on construit cette armée de renom ? Moi je vous conseillerais de prendre principalement on va dire Ionus parce que les prières sont plutôt bonnes. Si vous voulez un sorcier, bah, ça sera Krondys. Sinon je pense pas que vous fassiez Ionus Karazai ou Ionus Krondys. Je pense qu'un seul gros suffit parce qu'en fait vous avez besoin d'unités sur table. Donc voilà, à vous de voir. Peut-être que ouais, je sais pas, Ionus Krondys, ça commence à faire cher. Pourquoi pas, mais je suis pas convaincu par rapport à ce qu'on gagne aujourd'hui en magie. Voilà. Vous pourrez toujours, bien sûr, prendre vos invocations telles que Morbide ou ce genre de choses là, si vous prenez Krondys, mais voilà, je mets un doute parce que vous n'allez pas avoir grand chose sur table. Donc je dirais qu'une construction de liste standard, c'est Ionus, un High Draconis et des Stormdrake Guard, ou alors Krondys, un Knight et des Stormdrake Guard, Krondys et pas de Knight, Karazai et un Knight et des Guard, ou alors juste Karazai, pas de Knight. Le Knight, comme vous le savez, sur un 2+, en phase de combat, quand vous êtes à 3 pouces de lui, peut vous rajouter une attaque, de l'attaque de monture, donc des dragons, intéressant si vous jouez un pack de 4, cependant c'est pas tous les dragons, c'est lui et un autre pack, donc un peu plus limité si vous jouez un pack de 2, il vous protège entièrement à 12, les Stormdrake Guard, de la magie sur le 4+. Cependant, aujourd'hui dans la V4, la magie agressive, c'est pas non plus ce qui court le plus le jeu, donc voilà, on va dire, c'est un peu plus limité. Ça va être intéressant de le prendre pour les artefacts et traits de co, mais vous allez voir, c'est pas non plus exceptionnel. Cependant, le fait d'avoir beaucoup de dragons, ça vous donne beaucoup de mobilité, ça vous donne un gros OC, parce que chaque pièce est minimum 5 d'OC, donc ça peut être compliqué pour votre adversaire de récupérer vos objectifs, de faire les tactiques, vous empêchez les vôtres. Par contre, vous n'oubliez pas, vous perdez la translocation si vous jouez Ionus, vous perdez le plus une attaque, le -1 bless, le -1 décharge à la magie, voilà, toutes ces choses-là. Donc, on va se concentrer sur ce que l'on a. On va y arriver.
Et bah, qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui en jouant en Skywing? Et ben, vous allez pouvoir, comme «anciennement» entre guillemets, sur la V3, si vous jouez Ionuss, donner une protection à 4 quand, vous avez des friendly Standard Guard autour de lui. Ce qui fait qu'à chaque fois que Ionuss va subir des dégâts, vous allez pouvoir faire un jet de protection, et tous les jets de protection réussis, vous allez allouer 1 dégât, au friendly Standard Guard unit à 3 pouces de lui. Voilà, et bien sûr, ces dégâts alloués ne peuvent pas être bloqués et protégés avec des wards. Donc vous allez augmenter énormément la durabilité de Ionuss. Donc c'est un très bon point. Je pense qu'on prendra souvent Ionuss en colonne vertébrale. Donc c'est cool. Attention, quand vous prenez des jets de ward réussis, ce sont vos autres Standard Guard qui prennent les dégâts. Et on n'oublie pas qu'aujourd'hui en V4 on est obligé de faire les wards. Donc voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est que la règle est assez permissive comparée à l'armée de renom des Sons of Behemoth, qui a une règle similaire. C'est que là, vous allez pouvoir dispatcher vos dégâts à qui vous voulez autour de vous. Un point par-ci, un point par-là, un point par-ci, un point par-là, parce que le but, ça va être que vos drakes prennent des dégâts et vous puissiez les soigner après. Ça vous dit pas de prendre une unité et cette unité-là subit tous les dégâts. Donc c'est intéressant, cependant ça va vous forcer à jouer groupé. Aujourd'hui, vous avez aucun moyen de réanimer un Drake. Donc chaque Drake perdu, c'est une ressource perdue définitivement. C'est dommage, on aurait peut-être aimé avoir un truc pour au moins en réanimer un dans cette armée de renom, parce que vos ressources sont très chères. Voilà, pour faire simple, vous n'avez pas énormément de ressources sur table. Tous les échanges que vous allez prendre à vos adversaires, faut qu'ils soient positifs pour vous. Sinon, bah, vous tiendrez pas à distance. Je pense que c'est une armée qui va essayer de scorer assez fort les premiers tours, mais qui malheureusement va s'essouffler. Donc si vous ne prenez pas de ressources à votre adversaire, vous allez vite vous retrouver bloqué. Donc intéressant de pouvoir donner en tout cas une ward à 4 à Ionuss, qui va vous permettre de l'exposer un peu plus, notamment pour faire sa prière et son crachat de feu, voilà. Je pense que c'est pour ça qu'on va utiliser la ward à 4 principalement. Ensuite, vous avez une deuxième règle, un passif, exemplaire Fury, qui vous dit donne plus une attaque pour les armes de compagnon pour les unités l'armée de renom héros quand elles sont à 6 pouces de 2 ou plus Standard Guard unit. Donc là, pareil, vous comprenez qu'on va souvent avoir 2 packs de 2 dragons, je pense, qui vont accompagner vos héros. Attention, la règle, je la trouve un peu mal faite, dans le sens où ce sont que les armes compagnons d'héros. Donc Karaza et Kondis ne sont pas compagnons, donc pour moi, c'est ça, dans la manière dont l'armée est pensée, les buffs qu'on va choisir, on n'ira pas les chercher à cause de ça, parce que là vous gagnez une attaque. Anciennement, vous gagnez une attaque, c'était très très fort sur Ionuss, parce qu'il avait une attaque de dragon avec sa queue qui était flat 3, et aujourd'hui ils ont assemblé les profils, donc il a moins d'attaques, il est moins performant en combat, donc vous gagnerez qu'une seule attaque avec Ionuss, et je pense qu'on ira chercher un Eye Draconis pour optimiser, gagner une deuxième attaque ici, plus le Rampage Knight Draconis, ça peut vous faire des attaques supplémentaires, ça commence à faire 1, 2, 3, 4, voire 5 attaques, c'est pas mal du tout, c'est des petits bonus, c'est pas exceptionnel, mais c'est assez permissif, parce que c'est within 6 de 2 unités, donc vous pouvez quand même être, répondre aux conditions, sachant que c'est un passif, donc le passif, vous avez les bonus dès que vous répondez aux conditions. Donc vous avez vu, c'est pas en début de phase de combat, c'est rouge pour dire que c'est en combat, mais voilà, donc dès que vous êtes à 6 pouces de 2 Drake, vous avez plus d'une attaque caractéristique. Hop, le seul souci, c'est ses compagnons, mais weapon. Donc, ah non, ça fonctionne des deux côtés. Oui, donc c'est un peu plus, là, en le relisant correctement, c'est un peu plus précis que ce que je pensais. Vous ajoutez 1 aux attaques caractéristiques des compagnons weapon qui sont utilisés, et c'est pas précisé mêlée ou quoi, combat attaque. Combat attaque, c'est que mêlée. Donc en fait, vous gagnez aussi une attaque supplémentaire de tir sur les dragons. Donc passer de 4 à 5 attaques pour le héros, parce que c'est que pour les héros, et vous gagnez une attaque de lance-flamme sur le dragon Ionuss. Intéressant, j'y ai pas pensé, mais ça vous fait un petit peu plus de tir, donc voilà, c'est cool, je pense qu'on prend, ça, on essaye d'optimiser à ce niveau-là. Et donc, pour les deux capacités qui nous restent, à savoir Thunderous Throw et Etheric Cyclone, ce sont des Rampage, donc
accessible qu'aux monstres, mais de toute façon vous avez que des monstres entre guillemets. Là j'ai un petit doute, j'ai cherché dans les règles, j'ai cherché dans l'application de partout. Est-ce qu'on est obligé de faire qu'un seul rampage par monstre? A priori, j'ai pas trouvé quelque chose qui me disait non. Dans la règle des 1, ce sont seulement que les core ability que vous ne pouvez faire qu'une seule fois. Là, ce n'est pas un core. Vous ne pouvez pas utiliser 2 fois la même capacité par une unité. Donc, a priori, il n'y a rien qui précise que ce n'est pas possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les deux ont, on vous dit de prendre un monstre qui n'a pas utilisé de Rampage Ability ce tour-ci, prendre un ennemi et d'effectuer un effet. Donc sur le premier, sur un 3+, vous mettez -5 à l'OC de votre adversaire, et sur le deuxième, vous mettez -1 bless. Donc c'était déjà le cas sur la V3 avec ces Rampages-là. Extrêmement fort le -1 bless, le -5 d'OC aussi, parce que souvent vous êtes entre 5 et 20 d'OC sur un objectif. Donc vous allez pouvoir reprendre très facilement l'OC à votre adversaire. Bien sûr, si vous faites charger, vous allez pouvoir vous en servir aussi, parce que là, il n'y a pas précisé avoir chargé quoi que ce soit. Là où je reviens à mon propos du début, vous avez des rampages avec Ionuss qui se fait en phase de tir, donc là vous pouvez pas faire le rampage de Ionuss et faire celui-ci, mais par contre les Drake, eux, ont des rampages en phase rouge, phase de combat, donc à moins que je me trompe, mais là il faudrait que j'arrive à trouver l'arrêt qui le marque, mais j'ai pas trouvé. Vous pourrez sûrement faire ces rampages là en premier, et ensuite le rampage de votre comment ça s'appelle, de vos Drake. C'est pas comme l'armée de renom de Brod, où là c'est bien précisé, vous ne pouvez faire qu'un seul rampage, blablabla. Là c'est pas précisé, donc je sais pas si c'est une coquille ou pas. En tout cas, voilà, à voir. Ce qui est intéressant avec ces 2 rampages supplémentaires, c'est que vous pourrez jouer 3 packs, si vous avez 3 packs de Stormbreak Guard, faire vos 3 rampages, parce que celui-là des Stormbreak Guard et One Spartan Army, et donc cela viendrait complémenter vos outils tout simplement. Donc vous chargez un adversaire avec 2 Drake ou 3 Drake, vous en avez un qui peut faire son 3+, s'envoler, venir se repositionner quelque part, mettant des blessures mortelles, mettre -1 bless à une unité que vous frapperez en deuxième, et le -5 d'OC sur une autre unité peut-être plus faible, genre des rats des clans qui tiennent un objectif ou quoi que ce soit. Donc ce sont de bons outils, tout est sur un 3+, mais bon la V4 c'est le 3+, on va dire entre guillemets, donc c'est moins gênant et les effets sont bons. Donc bien pouvoir profiter de ces choses-là, c'est cool, voilà. En tout cas, ça vous fait des bons outils de contrôle à ce niveau-là, et surtout ces 2 rampages-là ne sont, comme je vous dis, ne sont pas liés au fait d'avoir chargé. Donc ça peut être, si vous n'avez pas la possibilité par exemple de faire le rampage de Ionuss, mettre un -1 bless quand vous êtes en ward à 5, save à 3, ward à 4, save à 3, c'est toujours intéressant quoi. Donc c'est cool, on prend, voilà. Maintenant qu'on a regardé comment on jouait avec notre nouveau trait de bataille, on va regarder donc les optimisations. Là, comme sur la V3, un seul trait héroïque, un seul artefact, donc le trait héroïque qui est avec le Knight Draconis qui va pouvoir le porter, parce que les autres sont nommés et il n'y a pas écrit héros nommé. Donc qui vous dit que à la fin de chaque tour, si le porteur de l'artefact du trait héroïque, je veux dire, n'est pas en combat, vous allez pouvoir bouger D6 et rentrer en combat. Assez intéressant, on va dire, dans le séquencement. Déjà, ça vous donne D6 de mouvement sur cette unité en permanence, donc vous pouvez le faire à toutes les phases violettes, enfin phases de tour. Et surtout rentrer en combat, donc éventuellement vous pouvez charger, combattre, détruire un adversaire, et si besoin, revenir de D6 dans votre château, vous repositionner, ou alors rentrer de D6 pour bloquer une tactique de bataille, engager des unités, ainsi de suite. Par contre, soyez vigilant, votre porteur, c'est un Knight Draconis, donc c'est juste 11 PV save à 3, il n'y a pas de protection, il n'y a rien, donc ça peut vite mourir, faut vraiment vous en servir comme un électron libre, mais c'est intéressant, on va dire, voilà, c'est un outil qui vous donne des opportunités de jeu, c'est pas facile à utiliser, mais c'est intéressant. Et l'artefact, lui, c'est One Spark Battle, je veux dire, comme en V3, vous allez pouvoir soigner de 3 toute l'armée de renom, qui est entièrement à 12 du porteur. Donc on comprend l'idée de Ionuss prend des blessures mortelles, ou des blessures, il les transfère en bodyguard autour de lui. Le Knight Draconis a pris des dégâts aussi, et donc vous utilisez ça au bon moment
pour soigner de 3. Donc 3 points de vie sur les Drakes, c'est cool. On aurait peut-être aimé avoir la possibilité de le faire sur toute la table, parce que l'entièrement à 12, vu les socs qu'on a, ça peut être un petit peu limité. Ou la possibilité peut-être de le faire plus qu'une fois sous condition, je sais pas, si vous tuez un truc, quoi que ce soit. Voilà. En tout cas, ça reste un bon outil qu'on prend, hein, on va pas se mentir. Pour l'avoir testé, souvent vous allez pouvoir soigner le porteur et une unité où Ionus est le porteur. Vous allez rarement être dans une situation où vous allez pouvoir soigner tout le monde. Mais on va dire que ça, plus le ralliement, plus la prière de soin, ça commence à être intéressant. Pourquoi je vous dis la prière de soin? Parce que comme vous le voyez dans le spell lore, et manifestation lore et prière lore, vous êtes obligé de prendre cela. Donc pour les sorts, si vous prenez Candice qui se lance sur du 7, donc c'est accessible pour lui. Là par contre je comprends pas trop le spell Unlimited. Est-ce que plus tard on aura la possibilité d'avoir un artefact qui vous permet de transformer un héros en sorcier en générique? Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui on n'a qu'un seul sorcier, voilà. Qui vous dit que vous allez pouvoir prendre une unité alliée entièrement à 12 et lui rajouter 5 à l'OC. Donc on va dire que Crondis, Karazai, n'importe qui passe au C10, ça vous permet de reprendre plus facilement les objectifs, plus 5 sur un Night Draconis ou sur une Stormbreak Guard, c'est cool. Voilà, en fait, si vous mettez en termes stratégiques, vous allez lancer son sort à Crondis, moins un save par exemple, et plus 5 de C, ça se prend. Mais je pense qu'on ira lancer plutôt si vous le jouez des manifestations. Le Manifestation Lore des Stormcast, si vous le prenez, vous avez accès que à la comète, donc assez difficile à lancer, et vous n'avez pas d'autres sorciers pour la baniche, donc je pense pas qu'on aille la chercher spécialement avec cette armée de renom. On ira plutôt chercher Morbide, ou Primal Energy, ou ce que vous voulez, ou pourquoi pas, vu qu'on n'a pas beaucoup de sorts, l'incarnation de Gur, voilà. À vous de voir, tout est intéressant, mais je pense pas qu'on aille chercher la comète dans cette armée de renom. Et ensuite, pour les prières, 2 prières qui sont sur du 4, donc on sait que Ionus est près de niveau 2, donc vous allez pouvoir normalement les passer à tous les tours. La première qui vous dit que vous allez choisir une unité entièrement à 12, et sur un 4, la soigner de D3, et si c'est un 8, vous la soignez de 2D3. Donc c'est pas la même que Stormcast qui vous dit qu'on soigne entièrement à 12 de D3. 2D3 c'est intéressant sur Ionus, sur Karazai, Crondis, quoi que ce soit, même sur les Drakes qui ont 9 points de vie. Donc ça, couplé au fait une fois par partie de soigner 3 plus leur aliment, ça vous fait pas mal de soins. Cependant, vous vous rendrez vite compte quand vous jouerez cette armée que dès que vous perdez un modèle, on n'a pas eu la possibilité de le ramener avec le nouveau ralliement. Donc voilà, ça commence à faire mal. On aurait peut-être aimé avoir une prière qui sont sur du 12 par exemple pour pouvoir remonter un modèle, pour vous donner un second souffle, parce que là, il n'y a aucun second souffle dans l'armée, donc faut être très très vigilant sur la manière dont vous gérez vos pions. Et la deuxième sanctification qui vous dit de choisir un sorcier à 30 pouces du prêtre sur du 4, il aura -1 to casting roll, donc -1 le jet de lancement des sorts, c'est fort en soi, hein, c'est pas mal, et si jamais vous la crit à 12, c'est -1 jusqu'à la fin de la partie, et vous pouvez plus vous en servir, parce que c'est -1 pour tous les sorciers. Bon, je suis pas sûr que ça soit la prière qu'on aille chercher tout le temps. Pourquoi? Parce que les bons sorciers ont des bonus +1, +2, etc. Si on n'a rien à faire, on peut stocker, chercher le 12, et comme ça, vous savez que c'est jusqu'à la fin de la partie. Le problème, c'est qu'une fois que vous l'avez utilisé, vous pouvez plus jamais vous en servir, ce qui est normal, hein, parce qu'on va pas commencer à mettre des -2, -3, et on a d'autres choses à faire. Moi, je vous conseille de stocker vos prières pour lancer la chaîne d'éclair avec Ionus, et de lancer le soin. Vous faites le soin, la prière d'éclair, et ainsi de suite. Si vous avez besoin de PV, mettre le -1, bon, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu moins intéressant. Donc voilà, on a vu l'entièreté de l'armée de renom, donc comme je vous ai déjà dit, très peu de présence sur table, vous êtes extrêmement élite, il va falloir que vous choisissiez correctement vos échanges de ressources, vous avez des outils pour soigner vos unités, c'est intéressant, même si je trouve que c'est pas suffisant pour que ce soit vraiment compétitif. Les rampages sont bons, hein. Mettre -5 d'OC, -10, -1 bless, je veux dire, à une unité, c'est très intéressant. Le sort, je trouve moins. Je pense pas qu'on aille chercher Crondis dans cette armée pour ça. Il reste bon, hein, parce que le -1 save quand vous arrivez avec des Drakes, c'est fort.
Cependant, vous n'avez pas de Predator pour le protéger. Vous n'avez pas de ce genre de choses-là, donc ce qui veut dire que si vous le prenez en garde d'honneur, je pense qu'on irait chercher souvent le -1 attaque entièrement à 6. Cependant, les Drake entièrement à 6, ça fait des gros culs, donc faites attention à ce que vous faites. Voilà, peut-être que le +1 reine en charge est plus intéressant sur un pack de 4 en lance, ça peut cogner assez fort. +1 touche, +1 blesse, c'est intéressant aussi. Cependant, vu que les dragons blessent à 2, bon, voilà, je sais pas. En tout cas, vous avez toutes les ressources pour pouvoir jouer cette armée. Moi, je l'ai jouée, elle est viable. Vous pouvez vous amuser avec vos amis. Il n'y a aucun souci. Par contre, évitez de jouer ça face à du high meta. Donc vous passerez un mauvais moment, entre guillemets, parce que l'armée n'a pas assez de répondants pour pouvoir boxer sur le même ring. Voilà, on va pouvoir passer ensuite à la prochaine armée de renom. Alors là, nous avons l'armée de renom des premiers forgés, les premiers fils, si vous voulez, qui arrive avec le BT, qui vous propose un gameplay alternatif, c'est assez sympa, autour de Bastian Kartalos. Donc votre armée de renom est composée de Bastian Kartalos, et il doit être votre seigneur de guerre. Après, vous pouvez prendre un Célestin Prime, Karazai, Krondys, Indrasta. Donc ça vous fait quand même des beaux héros à jouer, c'est très sympa. Vous pouvez faire un héros hammer si vous le souhaitez avec cette armée-là. Donc voilà, vous avez une bonne fourchette de bons héros, à vous de voir ce qui vous intéresse, mais vous êtes entre guillemets dans l'idée obligé de prendre Bastian, puisque c'est la colonne vertébrale de l'armée. Ensuite, vous avez la possibilité, ce qui est intéressant, de prendre n'importe quel héros de la chambre des guerriers. Donc là, vous avez du choix entre des sorciers, des prêtres, il y a beaucoup de choses, voire des unités support, c'est très intéressant. N'oubliez pas que vous pouvez aussi aller chercher des unités du complément du Battle Tome, donc les unités qui seront détruites à partir du 1er juin 2025, mais vous avez quand même des ressources intéressantes à aller chercher là-bas aussi, donc on ne s'en prive pas. On a le droit jusqu'au 1er juin, on les joue. La petite difficulté de l'armée, par contre, ça va être pour les unités, car vous êtes obligé de prendre des Préators, des Annihilators et des Annihilators Grand Marteau. Donc une fois que vous avez passé la construction de liste standard en disant Bastian, ça me fait ma colonne vertébrale, derrière je veux un sorcier, donc je vais prendre un Knight Arcanum, et je veux un prêtre, je vais prendre un Lord Arcanum ou un Knight Arcanum, Lord Relictor, je veux dire, ou un Knight Relictor. Voilà, vous avez votre sorcier et votre prêtre. Qu'est-ce qu'on met dedans? Donc à vous de voir, vous pouvez aller chercher bien sûr Krondys si vous voulez un meilleur sorcier. Par contre, ça commence à vous faire pas mal de points parce que Bastian il coûte quand même un certain nombre de points, et vos autres héros aussi, et donc là la question se pose, c'est est-ce qu'on est plus héros hammer avec plein de petits héros, ce qui s'entend complètement, hein, les héros sont forts, ou est-ce qu'on fait un spam d'annihilateur? Moi je préfère la recette Bastian, un prêtre et un sorcier à pied, et ensuite que des annihilators, parce que ça vous fait plus de body sur table, plus de blessures mortelles et ainsi de suite. On rappelle que les annihilateurs c'est 160 points pour des frappes en dernier quand vous faites charger, et des blessures mortelles quand ça arrive du ciel, et les grands tamers, je pense qu'un pack de 6 suffit largement, mais vous pouvez peut-être jouer un pack de 6, 2 packs de 3, c'est à vous de voir. Ça met des blessures mortelles quand ça tombe du ciel, et des frappes en premier sur une grande charge non modifiée. Le problème c'est que vous n'avez rien pour booster cette charge non modifiée, donc c'est un peu le loto à ce niveau-là. Bon, maintenant qu'on a vu la construction, on commence à comprendre un peu peut-être les défauts de l'armée, parce que vous n'avez pas accès à vos prières telles que la translocation. Heureusement, vous avez accès au décor de faction, donc vous allez pouvoir vous en servir pour gagner un peu de mobilité, parce que la mobilité, vu que vous avez beaucoup de personnages piétons, vos annihilateurs, hein, principalement, bougent de 4, les prédateurs bougent de 5, donc on va être très lent. Donc il va falloir bien choisir ses engagements, bien choisir la manière dont on combat. C'est le gros défaut de cette armée de renom. Mais par chance, on a des petits outils pour compenser ça. Les premiers outils que vous avez, ce sont vos traits de bataille, car vous gagnez les mêmes que ceux des Stormcast, à savoir la possibilité de mettre dans le ciel des unités et de les faire tomber n'importe où sur le champ de bataille à 9. On sait que c'est fort, on est joueur Stormcast, cependant on a bien compris qu'avec la version 4 du jeu, le redéploiement empêchait, on va dire, des charge facile à 9, vous pouvez être hors de charge, voire pas réussir à charger. On sait qu'on essaye de se mettre à 9 pouces de 2 unités, mais
ça reste compliqué pour les charges. Donc peut-être que cette armée de renom vous donnera la possibilité d'aller chercher des fiabilisateurs à la charge avec certains héros, à voir. En tout cas, tel que c'est un petit peu compliqué de pouvoir tout simplement fiabiliser vos charges. Par contre, nous avons des nouveaux outils pour nous aider à faire ceci. Donc déjà, vous avez une capacité qui se fait one per turn army, donc une seule unité pourra le faire pour votre armée de renom, qui est de prendre une unité infanterie. Donc Karazai, Krondys, vous avez bien compris, ils ne pourront pas le faire. Par contre, le reste de votre armée, c'est bon. Et en fait, vous êtes un peu comme un Night Hunt. Vous allez pouvoir charger même si vous êtes déjà engagé. Donc éventuellement, on va parler de 6 annihilateurs qui se font charger, qui mettent un frappe en dernier à une unité, vous combattez, vos annihilateurs restent en vie. C'est cool. Et ben là, c'est à vous de jouer, c'est pas grave, vous n'êtes pas log, vous allez pouvoir charger au travers des unités ennemies, les traverser. Il y avait écrit vous pouvez move through the enemy model, donc les traverser comme si vous aviez le mot-clé vol entre guillemets. C'est intéressant parce que vous avez des unités telles que les grands damers. Quand ils sont lock, bah vous n'avez pas de retreat charge, vous ne souhaitez pas taper dans 5 chiens parce que vous êtes resté engagé, parce qu'il restait un PV, blablabla. Donc vous allez pouvoir passer au travers, pareil avec vos héros. Indrasta est infanterie, elle est très contente de pouvoir passer au travers. Bastian pareil, donc c'est une bonne règle pour fiabiliser, on va dire, la mobilité de votre armée qui est le point le plus défaillant de cette construction. Et vous avez la dernière règle, Summon of the Storm, qui elle est la règle qui va vous faire jouer cette armée de renom, je pense, qui est très intéressante et qui peut vous donner le piment qui est un peu défaillant là-dedans, parce que vous avez compris, on est lent, blablabla. Je pense que cette règle peut trouver de l'intérêt peut-être du jeu en équipe ou valoriser un maximum votre armée de renom. Parce que cette règle est très forte. Attention, elle est encadrée. C'est once per turn army, donc une seule fois pour votre armée. Il faut que vous preniez Bastian Kartalos, donc c'est pour ça que vous êtes obligé de le jouer, et il faut pas que ce dernier ait été set-up. Donc attention, faut pas qu'il soit tombé du ciel, faut pas qu'il ait pris le décor de faction non plus. Et si c'est le cas, vous allez pouvoir choisir une unité qui est en réserve, donc ça ne marchera pas non plus avec le décor de faction. Cette unité de réserve va devoir être set-up, donc placée entièrement assise de Bastian, il y a plus de 3 des unités ennemies. Donc là, vous comprenez que vous avez la possibilité de faire une FEP grâce à Bastian à 3 pouces. Donc là, même si votre adversaire fait un redéploiement de 6, ça reste une charge à 9. On va dire que la moyenne c'est 3, donc ça fait une charge à 6. Vous allez pouvoir fiabiliser l'arrivée dans le ciel d'une unité. Donc c'est une très très bonne règle pour vos grands marteaux ou vos marteaux. Attention, là c'est juste précisé une unité dans le ciel. Donc bah vous allez pouvoir peut-être faire tomber Indrasta, faire tomber un Célestin Prime. Krondys et Karazai, malheureusement ça ne sera pas possible. Pourquoi ? Parce que leur socle fait plus que 6, fait 6,1 pouces. Et là on vous demande d'être entièrement à 6, donc vous ne pourrez pas les faire tomber du ciel à 3 pouces de vos adversaires, mais le reste de votre armée, il n'y a aucun souci. On comprend que c'est qu'une seule unité, donc vous allez pas pouvoir faire tout tomber, mais si on part du principe que vous êtes joueur 1, vous faites le pré-move de Bastian, donc il bouge de 5, ou de 6, je sais plus, on va dire 5, vous avancez de 5, vous faites courir automatiquement Bastian, donc de 11, et là vous allez pouvoir faire tomber à 3 pouces de vos adversaires, donc ça vous fait une bonne zone, et même dans le cas contraire, si c'est votre adversaire qui vous a chargé, vous allez pouvoir faire tomber autour de Bastian vos annihilateurs, ou vos prédateurs, ou vos héros. Donc une très très bonne règle. La seule difficulté, comme vous l'avez compris, c'est qu'il va falloir protéger Bastian un maximum, car c'est votre colonne vertébrale. Et le deuxième petit effet qui est vraiment sympa autour de ça, c'est que si vous utilisez des annihilateurs ou des annihilateurs grand marteau, vous allez pouvoir déclencher l'effet de leur règle Blazing Impact, donc pouvoir faire des blessures mortelles. On sait que les blessures mortelles se font à 10 pouces, donc sous une condition où vous faites tomber à 3 de vos adversaires, vous allez pouvoir augmenter facilement, on va dire, le ratio d'unités touchées par les blessures mortelles, donc vraiment c'est très très intéressant comme règle à tester, à peaufiner. Je pense que la difficulté de cette armée de renom, c'est la constitution de la liste, faire quelque chose qui soit à la fois efficace et optimisé, parce que vu que vous n'avez plus la translocation, vous n'allez pas pouvoir
vous repositionnez vos unités plus tard, vous n'avez pas de règle pour les remettre dans le ciel, donc il va falloir bien gérer vos champs de bataille. Alors pour les optimisations, nous avons donc pareil que l'armée d'avant, un trait héroïque et un artefact de pouvoir. Le trait héroïque, c'est vraiment le foutage de gueule, c'est un passif qui vous dit quand vous êtes entièrement à 6 de Bastian, le porteur a plus d'une attaque, vous ne pouvez pas le mettre un héros nommé, du coup tous les héros que vous avez ce sont soit des petits sorciers, soit des petits prêtres, soit des combattants clodo, donc il n'y a aucun de vos héros qui va pouvoir vraiment bénéficier de cette règle, plus une attaque sur des personnages qui ont 4 attaques, 5 attaques, -1 dégâts 2, c'est vraiment de la merde. Donc bon, on le prend parce que c'est kiss cool, mais bon, c'est pas non plus le truc le plus performant de l'armée. L'artefact, lui, par contre, il est un petit peu plus intéressant parce que c'est n'importe quelle phase de combat, vous allez prendre une unité ennemie, et sur un 4+, l'unité ne pourra pas faire de protection pour le reste de la bataille. Donc là, ça devient intéressant, comme je vous disais, en jeu en équipe, parce que pouvoir mettre aucune ward jusqu'à la fin de la bataille sur des héros qui ont des bonnes wards, genre Archaon, quand vous jouez contre Nurgle, voilà, même la Death qui ont beaucoup de wards, genre Katakros, si vous lui enlevez sa ward à 4, c'est plus du tout le même match-up, donc c'est très intéressant, surtout que c'est any combat phase, donc vous n'avez pas, c'est pas once par battle ou quoi que ce soit, donc là vous pouvez vraiment le faire sur n'importe qui. C'est un 4+, le 4+, c'est Gumble, mais par contre l'effet est très bon, donc très content d'avoir cet artefact de pouvoir qui est bon comparé au trait héroïque qui est vraiment rincé. Alors pour les sorts et prières, donc un domaine de sort avec 2 sorts, un domaine de prière avec une seule prière. Le premier sort vous dit que vous allez choisir une unité Stormcast entièrement à 12 du porteur, du lanceur je veux dire, et pour jusqu'à début du prochain tour, à chaque fois que vous faites un jet de 6 non modifié, vous envoyez une blessure mortelle. Bon, on l'a sur la chambre extrémis. Moi j'ai joué des extrémistes, il n'y a pas de souci, c'est pas une règle très forte, renvoyer une BM sur un 6, bon, surtout pour un sort de lancement de valeur 7, si vous jouez Karazai, Krondi, je veux dire, vous ferez plutôt son sort à lui et des manifestations, parce que ce sort est pas vraiment fort. Si ça pouvait être sur des jets, je sais pas, réussi ou quoi, voilà. Un peu plus de blessures mortelles, là vous allez vraiment gratter une de BM par combat, et encore c'est pas dit, c'est pas exceptionnel. Donc c'est pas un très bon sort. En plus il est en illimité, ce qui veut dire potentiellement vous pourrez, si vous jouez plusieurs Knight Arcanum, le mettre sur plusieurs de vos unités, mais je suis vraiment pas sûr que ce sort, il me l'a 7, on aurait peut-être aimé un peu de chose, peut-être 6 ou 5, vaille le coup d'être lancé pour des petites blessures mortelles. Bon, voilà, pourquoi pas. Le deuxième sort, qui est une valeur de lancement de 6, qui vous dit la portée est très courte, c'est 9 pouces, within 9, donc ça va dire que ça sera plutôt pour la bataille quand elle est bien engagée. Vous allez pouvoir choisir 3 unités visibles, attention, vous ne pourrez pas choisir 3 fois la même, et vous allez faire des 3 blessures mortelles. Donc on est content des 3, c'est cool. 6, on aurait peut-être préféré que ce soit celui-là qui soit en illimité, comme ça vos 2 sorciers auraient pu le lancer, ou 3 sorciers si vous jouez on va dire à ce niveau-là. Mais là, bon, c'est un bon sort, mais je suis pas sûr non plus que ça soit la chose la plus pertinente. On préférera peut-être lancer des manifestations. Alors par contre, pour les prières, c'est beaucoup mieux dans l'idée, parce que là vous avez une prière en illimité, donc potentiellement vous pouvez aller chercher 2 prêtres dans votre construction, qui vous dit de choisir une unité Stormcast entièrement à 12, et vous ajoutez 2 au mouvement de l'unité. Donc on a compris que le problème c'est le mouvement, donc plus 2 de move quand vous bougez de 4 ou de 5, c'est quasiment 50%, donc c'est une super valeur. Et si vous faites 6 ou plus, vous êtes éligible à prendre une deuxième unité, ce qui fait qu'en fait vous crit, pas au double, mais juste à la moitié de la valeur. Donc c'est très bien, si vous avez un Lord Elector, vous pouvez faire un crit sur du 5+. Donc c'est une très bonne prière pour ajouter 2 de mouvement. Donc vraiment, on prend, ce qui vous permet de fiabiliser Bastian sur son mouvement pour pouvoir le faire tomber du ciel, ce qui vous permet de fiabiliser aussi, une fois que vous avez commencé à bouger votre armée, le reste. Donc très bonne prière. En plus elle est en illimité, donc usez-en et en abusez-en. Je pense que c'est vraiment la colonne vertébrale de l'armée Bastian, plus cette prière là sur les unités que vous souhaitez jouer. Et pour la manifestation lore, pareil, on a la comète, je pense qu'on n'ira pas le chercher, vous avez mieux ailleurs, lancement de 8, bon.
Voilà, juste pour quelques blessures mortelles, on s'en passera. Donc pour résumer, cette armée, Bastien, colonne vertébrale, accompagnée de au moins 1 voire 2 prêtres pour pouvoir donner les plus de move. On tombe du ciel à 3 avec la grosse unité, on cogne, on est un peu lent, donc on essaye de bien gérer ses ressources, utiliser le décor de faction pour bien se positionner. Je pense que cette armée est, je la qualifierais plus pertinente que Dracosian Wing, qui est intéressant. Là, en tout cas, vous avez une full piéton, héros hammer, si vous voulez jouer des héros hammer. Donc intéressant, voilà. Je pense pas qu'elle soit ultra compétitive, mais je pense qu'elle peut, dans les mains de bons joueurs, répondre à vos besoins, à vos attentes. Donc n'hésitez pas, on y go. Alors là, on va attaquer la 3e armée de renom, donc la dernière des Stormcast éternels. Pareil, elle vient du livre de règles. C'est celle de la Ruination Brotherhood, qui va vous forcer à prendre Iridan en tant que seigneur de guerre, n'importe quelle unité de la Ruination, des Libérators, heureusement, parce qu'on manque un peu de body, on va dire, un Night Questor, cependant c'est dommage parce que vous n'avez pas accès à l'unité qui est très bonne, les Questors Soulsworn, qui aurait pu donner un peu de body, et n'importe quel héros de la chambre des guerriers. Et bien sûr, pas d'un régiment de renom, ça c'est un classique, plus vos décors de faction. Bah voilà, vous avez déjà une première intention, le fait qu'Iridan soit obligatoire, plus les Ruination Chamber. Aujourd'hui, Iridan, pour moi, c'est un mauvais War Scroll au coup où il est. Il faut vraiment qu'il baisse pour être intéressant. Et la version non nommée, pareil, au coup où il est c'est pas exceptionnel. Vous allez voir qu'en plus, les outils qu'on nous demande pour jouer, utiliser cette armée, vont avoir besoin d'Iridan. Et du coup, c'est... voilà. Pour moi, c'est la moins bonne des 3. Elle a des outils très intéressants, vous allez voir, on va pouvoir faire des choses sympathiques. Mais c'est vrai que finalement, est-ce qu'on préférerait pas jouer juste Stormcast, parce que je trouve que ce que vous apporte l'armée de renom n'est pas suffisante en plaisir de jeu pour pouvoir la justifier, même si ça peut être intéressant pour certaines parties en amical, mais pour moi c'est la moins bonne des 3. Je mettrais les premiers fils en premier, Dragosian Wing en 2e et 3e celle-ci. Alors donc sur la construction de liste, on va regarder ensemble vite fait ce qu'on peut prendre. Donc vous avez le droit Iridan comme j'ai dit, le Knight Azyros, Knight Questor, Lord Terminos, Lord Veritan. Donc Lord Veritan très intéressant parce que c'est vu que vous n'avez pas accès aux héros de la chambre des guerriers, mais c'est aux unités de la chambre des guerriers, bah, il va falloir aller chercher de la magie et des prières autres que Iridan. Donc le Lord Veritan va répondre à votre 2e prêtre, parce que vu qu'Iridan est nommé, donc intéressant dans la construction de liste, je pense que ça va être une obligation. Les Lords Vigilants, bien sûr, sur Morgriff et Christoker, et Tornus. Pour les unités, bah, vous allez avoir tout ce qui est chambre des guerriers, donc c'est assez intéressant, Annihilateur Grand Marteau. Bien sûr, les unités de l'index qui part en 1er juin 2025, ne les oubliez pas, ça peut vous faire des archers tels que les Judicateur Crossbow, Libérateur Prédator. On a les Prosecuteurs qui eux sont bien sûr de la chambre de la perdition, qui apporte beaucoup de mouvement, c'est cool. Protecteur, je dis une bêtise, on a accès au Quest Soulsworn, donc c'est cool de l'avoir avec le Night Questor pour avoir de la mobilité et être assez tanky. Les Réclusiennes sont une très bonne unité. Rétributeur, Storm Coven, donc le Storm Coven, je pense qu'on ira souvent le chercher pour avoir de la magie parce qu'on n'en a pas chez les héros, donc c'est une bonne unité en plus. Vanquisher, Vigileur, Vindictor, les nouveaux Paladors qui peuvent vous apporter de la mobilité sur une armée qui peut en manquer une fois que vous sortez des Prosecuteurs, donc ça c'est vraiment cool. Et le Chariot, une pièce correcte. Voilà. Donc moi je pense que vos listes s'articuleront principalement avec Iridan, un Lord Veritan, et après vous pouvez prendre un Terminos ou autre, comme vous le voulez. L'idée c'est d'aller chercher les Storm Coven pour avoir un sorcier et 2 prêtres, que vous allez voir qu'on va avoir besoin de prières. Les sorciers pour les Endless Spells, c'est toujours bon d'en avoir, c'est pas... Voilà, quand on n'a pas d'autre choix, c'est pas si cher d'avoir ça en main. Alors, qu'est-ce qu'on a comme Battle Trait? Donc, vous oubliez pas qu'on perd tout ce qui est Stormcast, donc vous ne pouvez pas mettre dans le ciel, vous ne pourrez pas arriver à 9 de votre adversaire, vous n'avez pas d'heure de gloire. Donc, on gagne quoi? Bah, vous gagnez le passif de la chambre de la ruination, donc une ward à 5, à n'importe quelle phase de héros, ça on connaît, avec Bleeding Citadel, donc c'est bien. Vous êtes content d'avoir des réclusions en ward à 5. Là, vous allez avoir plusieurs unités de la chambre de la perdition, donc c'est pas mal de le donner sur un héros. Par exemple, Iridan, le tour où il va se battre, quoi que ce soit. C'est une très bonne règle, on le prend. Vous avez un autre passif qui est très intéressant, qui vous dit que quand une unité chambre des guerriers est entièrement à 12 d'une chambre de la perdition,
elle va avoir une ward à 6. Donc, c'est intéressant, hein, parce que comme vous avez vu, on a quand même accès à pas mal d'unités en chambre des guerriers, et donc on est content de pouvoir donner comment ça s'appelle, une ward à 6, déjà à nos annihilators, par exemple à nos décimators, nos judicators, nos libérators. Les quest soul ont déjà une ward à 5, donc ils n'ont pas besoin, mais les rétributeurs la prennent aussi, les vanquishers, les vigileurs, les bénicteurs, les paladins Stormstrike, renforcés, ça vous fait 30 PV, c'est la 3 ward à 6. C'est un bon bonus, hein. Moi vraiment je trouve que c'est de la tankiness supplémentaire pour une armée qui peut en manquer. Donc on prend. Ensuite nous avons un rampage, donc là c'est à faire seulement avec un... Comment ça s'appelle ? C'est à faire avec seulement avec un monstre, donc dans cette armée de renom, les seuls monstres que vous avez, ils sont très simples, hein. Vous avez Iridan et vous avez le Lord Vigilant Morgriff. Donc vous avez compris, un Lord Vigilant sur Morgriff, on va pas en jouer, parce qu'on joue déjà Iridan, ça fait trop de points, donc Iridan va pouvoir le faire. Le problème c'est qu'Iridan a un rampage qui est bon, entre guillemets, en fin de phase de combat, vous allez pouvoir slain un modèle si vous faites égal, plus que savoir de points de vie, donc à partir de 2-3 plus selon les modèles. Là si vous faites celui-là, potentiellement, s'il faut pas en fait si, ouais, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je sais pas si on peut faire 2 rampages. Si on peut faire 2 rampages, vous allez pouvoir faire celui-là et après celui-là d'Iridan, parce qu'il y a rien qui vous l'empêche. Dans la merde, c'est écrit. Ce rampage va vous dire de prendre 3 unités en combat et de faire sur un de plus des 3 blessures mortelles. Ah non, si vous faites ce rampage-là, vous ne pourrez pas faire un autre rampage. Donc là, c'est écrit dessus. Donc vous ne pourrez pas faire celui d'Iridan. Donc à vous de voir, parce que celui d'Iridan vous permet de vous repositionner. Là, vous faites des 3 blessures mortelles. Je pense que ça va dépendre des situations. C'est intéressant de l'avoir, mais c'est pas non plus game breaker. Par contre, la règle qui va justifier complètement cette armée de renom, c'est la phase violette, Temper of the Flow, qui vous dit qu'à chaque fois qu'une unité non-héros de la chambre de la ruination combat, si vous êtes obligé, d'accord, de choisir l'un des effets suivants. Donc si vous êtes entièrement à 12 d'un héros ruination, vous allez pouvoir ramener un modèle mort à la vie, donc c'est bien pour amener des réclusions qui ont 3 PV. Si jamais vous utilisez le Knight Azyros nommé qui vous permet de faire du ralliement avec 3 points de vie plus, donc vous êtes sûr que vous pouvez ramener un deuxième modèle, voire un troisième, ça peut être vraiment pas mal, c'est un bon truc. Les autres unités, les prosécuteurs, bon, c'est moins intéressant d'en ramener un à la vie, mais on prend toujours, hein, c'est intéressant. Et par contre, si jamais vous n'êtes pas entièrement à 12 d'un héros de la chambre de la perdition, la Ruination Chamber, vous allez tourmenter. Et donc le tourmenter, ça commence à devenir intéressant parce que vous allez gagner plus une attaque. Par contre, vous ne pourrez pas contester d'objectif. Mais c'est pas grave parce que on comprend tout de suite le combo de faire bouger vos prosécutors. Ces derniers, notamment par exemple renforcés ou pas, vont pouvoir charger, combattre. Et une fois qu'ils ont combattu, bien sûr, gagner plus une attaque si vous ne serez pas engagé. Et donc là, si jamais vous jouez par exemple le Knight Azyros qui vous permet de les repositionner, un bon buff, ils vont pouvoir retreat, repositionner et du coup recharger. Oui, tout à fait, recharger et pouvoir bénéficier de leur plus une attaque. Attention, vous me dites oui, mais on est entièrement à 12, du coup on peut pas avoir le Knight Azyros. Ce qui est bien, c'est que ce sont des capacités en phase violette, du coup vous pouvez, sous certaines conditions, je dis pas que c'est gratuit, mettre votre unité à l'extérieur, prendre le plus une attaque, et ensuite activer par exemple un power through pour repositionner votre héros, et refaire la capacité, et ainsi de suite, c'est vous qui choisissez d'un manière ou pour des réclusions, vous pouvez toujours prendre le décor de faction, combattre, voilà, ne pas être entièrement à 12 d'un héros, les mettre tourmentés, ils n'auront plus d'OC, mais par contre, plus une attaque sur ces unités-là, c'est toujours bon. Voilà, donc c'est à vous de voir, vous n'avez pas 150 000 unités dans la chambre de la perdition qui peuvent le faire, hein, mais c'est des bons bonus, plus une attaque, c'est vraiment sympa à aller chercher. Attention, vous n'avez pas la possibilité de ramener à la vie une unité à mi-effectif, blablabla, hein, vous êtes Stormcast, mais vous perdez ces règles-là. Donc il va falloir jouer avec ces unités-là, donc je pense qu'il y a un mélange de chambre des guerriers, chambre de la perdition, avec cette règle-là, c'est assez intéressant de jouer dans les bulles de vos héros, car vos héros, souvent, vont pouvoir power through, se repositionner, et ainsi de suite. Pareil, si Iridan fait son rampage, vous allez pouvoir le remettre entièrement à 12 si vous voulez
réanimer un modèle avec sur un page ou un power through, ou alors leur donner des plus d'une attaque, ainsi de suite. Je pense que c'est un peu un casse-tête pour le joueur Stormcast à bien utiliser ces règles-là, mais bien jouer quand vous allez faire 2-3 games avec, ça devient intéressant. Par contre, bon, comme je vous l'ai dit, vous manquez de récursion, principalement vous avez joué la chambre de la perdition, qui sont pas non plus toutes les meilleures unités, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je pense que cette armée de renom peut être intéressante d'ici quelques mois, quand les héros ont perdu en points, mais vous avez quand même des choses sympathiques à faire. Donc maintenant on va regarder les optimisations, donc toujours pareil, un trait de co, un artefact, donc le trait de co vous dit une fois par partie, au début de n'importe quel Start of Any Turn, vous allez pouvoir, donc c'est un petit peu limité, hein, quand même utiliser la capacité de la Ruination Chamber, même si elle a déjà été utilisée pour le porteur. Donc c'est le 4+ magique qui vous permet d'ignorer une ability qui n'est pas un core ability, donc vous allez pouvoir protéger votre héros avec ça. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, parce que ça va vous forcer à prendre un héros qui est Ruination Chamber pour le porter, donc principalement ça sera un Lord Irritant ou un Lord Terminos, et pouvoir le faire une deuxième fois, c'est qui se cool, bon c'est qu'une seule fois par partie, ça casse pas trop attaque canard, mais bon, voilà, c'est correct. Par contre l'artefact lui est très intéressant, c'est un passif qui vous donne une ward à 5 si vous êtes un infanterie, et une ward à 6 si vous êtes un autre héros. Donc donner une ward à 6 à un Lord Vigilant sur Gryffstalker ou sur Morgriff, pourquoi pas, c'est pas exceptionnel, mais ça peut se prendre. Par contre, c'est vrai que sur un héros à pied tel qu'un Lord Terminos qui lui va aller se battre, de le mettre souvent en ward à 5, d'étant ward à 5 en permanence s'il accompagne vos réclusions, pour pouvoir le faire frapper les réclusions qui seront en ward à 5, ça commence à faire un bon body, c'est assez intéressant. Heureusement qu'il y a un bon artefact pour protéger comme ça vos unités, parce que sinon ça serait, on va dire, assez difficile d'aller chercher des engagements, donc c'est cool, on prend. Et voilà, donc ça fait du bien d'avoir ce genre d'artefact dans la main. Alors maintenant, on arrive au Prayer Lord. Donc vu que vous n'avez pas de héros sorcier, vous n'avez pas de domaine de magie, mais comme j'ai dit, vous pouvez prendre le Storm Covenant qui vous donne accès à un sorcier niveau 1 voire niveau 2 quand il conteste un objectif, pour pouvoir chercher des Endless Spells, ce qui est, je pense, bien à faire. Et donc on va aller chercher Iridan qui est prêtre, mais qui est que prêtre de niveau 1 loser, donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça que le deuxième prêtre à pied, je pense, est un positif, parce que vos prières sont bonnes, on va vouloir jouer un maximum autour de ça. Donc la première qui est illimitée, qui se lance sur du 5, qui est une bonne prière, qui va vous demander de choisir un ennemi visible à 18 pouces de l'unité. Si vous réussissez votre prière, vous allez rouler un dé, et si le jet dépasse la caractéristique de point de vie de l'unité, ça slane un modèle. Donc vous savez, si vous faites votre prière, qu'elle est bonne sur une unité qui a un PV sur du 2+, sur du 3+, et ainsi de suite, pouvoir slane un modèle, c'est pas trop mal, c'est une bonne valeur. Par contre, si vous la crit à 10+, vous allez jeter 2d6. Donc 2d6, là on commence à pouvoir tuer des gros trucs. Un pack de Varangard, si vous commencez à virer un Varangard parce que vous faites 6+, pareil sur des Croxigor, voilà, ce genre de choses là, tout ce qui va être cavalerie lourde ou infanterie monstrueuse, c'est très bien, sachant que c'est une prière unlimited, donc vous allez pouvoir le faire à votre tour avec Iridan, pouvoir le faire à tour avec votre petit prêtre à pied, et au deuxième tour, commencer à être dans les 18 pouces, être en engagement et pouvoir slane des modèles comme ça. C'est une très très bonne prière qui vous apporte des dégâts là où vous pouvez peut-être en manquer, donc c'est cool, sachant qu'on vous demande de prendre une unité visible à 18 pouces, donc ça peut être aussi un héros, donc vous allez pouvoir commencer à slane des héros qui ont moins de 12 PV, quoi, oui, des choses comme ça, donc c'est assez intéressant comme prière. Ensuite, vous avez la deuxième prière, Murderous Flock, qui vous dit de prendre une unité ennemie visible à 12, donc là, c'est beaucoup plus court, et en fait, à chaque fois que... Ah non, vous allez lancer, excusez-moi, je me suis trompé de ligne. Vous allez lancer en fait un dé par modèle dans l'unité, et chaque 5+, c'est une blessure mortelle. Si vous faites un crit à 10+, c'est 4+. Donc là, ça commence à être sur des stats qu'on appelle dégénérés, parce qu'on connaît tous le 4+, vous pouvez raser une unité complètement, entre guillemets, en mono PV. Donc Night Taunt, des ghouls, vous voyez toutes ces armées qui ont
qui sature en points de vie sur des mono-cibles, ça commence à être très très fort, donc pareil, vous pouvez la mettre de côté et la lancer au bon moment. Heureusement que c'est à 12 pouces parce que c'est assez fort comme prière, c'est un bon outil. Et la dernière, qui vous demande de choisir une unité ennemie au Within 12, vous ajoutez 2 à la caractéristique de mouvement, donc 2 c'est très bien sur des réclusions pour leur donner du mouvement, les prosécuteurs qui bougent de 12 c'est cool, pareil sinon des héros, voilà, vous allez pouvoir donner comme ça ce mouvement pour pouvoir faire des tactiles, choses comme ça. Et si vous faites un 8+, vous avez course et charge. La course et charge, on connaît l'importance, donc pourquoi pas commencer à stacker une prière au tour ennemi, et à votre tour, la crit sur un 8+, et aller chercher course et charge sur l'unité que vous souhaitez pour l'envoyer en fer de lance. Donc 3 bonnes prières, donc c'est pour ça, je pense qu'on ira chercher principalement 2, voire peut-être 3 prêtres. Moi, je vous dis, j'aime bien prendre entre guillemets Iridan, le prêtre à pied, et un Lord Terminos, accompagné après de Storm Covenant, de Redeemer, voilà, de choses comme ça. C'est une bonne armée, entre guillemets. Pour moi, elle est un peu en dessous des autres, pas parce que les règles sont en dessous, mais parce que le coût en points des héros que vous devez choisir est un peu cher, ok. Je trouve que 330 pour Iridan aujourd'hui, c'est un billet un peu trop élevé pour pouvoir être au sommet de sa puissance. Faut qu'il perde un peu en points, mais en tout cas, le reste de l'armée, vous avez vu, vous avez des bonnes règles, vous avez des bonnes capacités. Cependant, vous allez vous retrouver un peu comme l'armée dragon, même si l'armée dragon bouge bien, mais avec du manque de mobilité. Vous n'aurez que le décor, vous n'aurez pas la transloc. Voilà, il va falloir bien gérer vos ressources pour pas vous retrouver coincé, perdu au niveau là. Donc on a vu les 3 armées de renom Stormcast, et elles vous proposent toutes, je trouve, des alternatives à comment on joue Stormcast, c'est intéressant. Pour moi, ça ne vaut pas le Stormcast éternel de base, parce que vous avez tout ce qu'il vous faut, mais ça peut vous permettre de vous amuser avec vos amis, voire peut-être en équipe, sur certains tournois, des réponses à des problématiques que certaines armées peuvent proposer, telles que, on a vu l'anti-horde sur le 4+, c'est assez fort. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire les régiments de renom. Alors, premier régiment de renom. Donc les régiments de renom, il faut bien comprendre, quand on joue à Stormcast, vous n'y avez pas accès, d'accord ? Cependant, Niv est une particularité. Vous pouvez prendre ce régiment de renom pour toutes les armées, City of Sigmar, Daughter of Cain, Faer'Seer, Idoneth, Caradhran, Lumineth, Seraphon, Sylvaneth. Dedans, vous avez pour 320 points Niv, les compagnons de Niv et Lorai. Vous pouvez très bien jouer en Stormcast, ça coûte le même point. Cependant, vous perdez la capacité, l'ability Justice will be served, qui va vous permettre, avec ce régiment de renom, de faire combattre Niv 2 fois. Donc on reprend, parce que là c'est un peu confus. Pour 320 points, vous avez Niv, les compagnons et Lorai. Niv, c'est un héros combattant, qui combat très bien, 7 attaques, 2-3, moins de 2, crit to hit, qui a course et charge, course tir, retreat tir, qui a un petit tir à la con qui sert à rien, mais on s'en fout. Donc c'est une pièce extrêmement mobile qui bouge de 7, qui va pouvoir aller un peu de partout, et qui fait pas mal de dégâts. Ce personnage, Niv, a la particularité aussi d'avoir plus 1 dégât quand elle combat un héros, donc sur les héros vous êtes un raid -2, dégâts 3, donc vous allez pouvoir faire beaucoup de dégâts. Voilà, une chasseuse de héros, mais qui fait pas mal d'autres choses, vu qu'elle combat bien. Elle est accompagnée de 3 compagnons, c'est les 3 Stormcast, qui ont 3 PV chacun, save à 3, et qui ont la règle, quand ils sont à portée d'engagement d'un héros, ils ont une ward à 5. Donc on va dire souvent 9 PV, ward à 5. Et vous avez Lorai, qui est une petite sorcière Idoneth, qui, vu que c'est marrant, vu qu'elle est Idoneth, si vous le prenez en Idoneth Deep King, a accès au domaine des sorciers Idoneth. Mais bon, on reviendra ça plus tard. Voilà, donc ça vous fait 3 personnages. Ce qui fait vous faire qu'en fait, ce package, à 320 points, vous avez un sorcier, 120 points, c'est Lorai. Sorcier niveau. Qui a un sort qui fait que quand vous êtes entièrement à 6 DL, vous pouvez pas lui tirer dessus, à part sur un 6, ça touche pas. C'est anecdotique, mais pourquoi pas. Vous avez du coup 3 Stormcast, ça fait 9 PV, save à 3, ward à 5. On va dire que ça fait à peu près 110 points. Donc vous êtes déjà 230 points si on prend les points standards. Et du coup, Niv qui va faire le complément, donc une centaine de points selon comment vous ajustez votre balance. Donc c'est pas cher du tout pour tout ce que ça prend. Attention,
Quand vous le prenez en régiment de renom, ça vous fait un one drop, c'est très bien. Par contre, quand vous le prenez en Stormcast, qui n'est pas dans le régiment de renom, Nive, elle vous prend quand même 2 slots pour ses compagnons et leur rail. Donc ça fait beaucoup de choses. Si vous la prenez en seigneur de guerre, il n'y a plus grand chose dedans. Passons. Revenons du coup au régiment de renom. Donc quand vous le prenez en régiment de renom, en allié, vous avez la capacité Justice will be served qui vous dit qu'en phase de combat, vous allez pouvoir choisir Nive comme cible, et du coup cette cible va pouvoir faire 2 fight ability. Donc 2 fight ability, vous êtes éligible à faire une fight ability quand vous avez chargé ou quand vous êtes engagé. On vous dit que si vous utilisez cette capacité, vous serez dans l'obligation quand vous combattez, si vous êtes à portée de combat d'un héros, et il faut être à portée de combat d'un héros pour pouvoir l'utiliser, de frapper le héros. Et donc on va pouvoir faire 2 fight ability, donc la deuxième sera en strike last. On sait que Nive, elle a la capacité, qui est une core ability fight, de pouvoir sur un 3+, se téléporter et de revenir se positionner à 3 pouces de ses compagnons ou de leur aile. Donc là on commence à comprendre l'intérêt de ce régiment de renom, en plus de toutes les occurrences de règles que vous apporte donc le sorcier, le body et Nive, vous allez pouvoir, si vous êtes à portée d'engagement d'un héros, vous activez en premier avec une classique core ability de combat, je frappe, et du coup devoir frapper le héros. Et ensuite, vous allez pouvoir faire un deuxième peeling. Si vous êtes à portée d'un héros, frappez un héros, mais s'il n'y a plus de héros, vous allez pouvoir frapper sur ce que vous voulez, faire la capacité sur un 3+ de Nive et repartir. Même sur un héros, on parle de 2 phases ability, de 6 attaques, 2-3, moins 2-3, 2 fois, ça lave beaucoup de héros. Le seul défaut, c'est que ce personnage a pas beaucoup de points de vie, entre guillemets. Donc maintenant qu'on a compris l'intérêt de ce régiment de renom, moi je destinerais, je pense, ce régiment de renom à toutes les armées qui ont besoin de mobilité, parce que Nive en apporte beaucoup, qui ont besoin d'un sorcier aussi, parce que vous n'avez pas de sorcier efficace, ou vous connaissez pas trop... si vous avez besoin, là c'est un sorcier. En fait, le package est pas très cher, d'accord? Ça vous fait une unité gardien de but, le sorcier plus les 3 Stormcast sur un objectif, et Nive qui part au casse-pipe, ou alors tout le monde peut aller au casse-pipe en même temps, voilà. Et Nive peut combattre 2 fois, donc c'est très très bien pour aller chasser les héros, c'est un bon body, c'est une très bon régiment de renom. Ensuite, en deuxième régiment de renom, donc là c'est dans le BT directement, ça vient d'arriver, c'est le régiment de renom du Lord Aquilor. Donc là vous avez un Lord Aquilor, une unité de 5 Vanguard Hunter et une unité de 3 Palador. Ce qui est bien, c'est que le Palador, c'est pas précisé la version, donc vous pouvez jouer soit en Hachette, soit en Javelin. Je pense qu'on le jouera peut-être plus en Javelin qu'en Hachette. À vous de voir, de toute façon vous prenez ce qui vous plaît le plus. La javeline permet de tirer en phase de charge, et le hachette de mettre un -1 bless quand vous avez combattu, donc voilà, ça vous fait quand même 15 points de vie, les paladors, save à 3, retreat charge, retreat tir, course tir. Le Lord Aquilor est vraiment moyen comme héros. Bon, je sais pas trop pourquoi il est là. Et les Vanguard Hunter, ça reste quand même 10 points de vie save à 3 qui ont course charge, retreat tir, et en plus qui vont devoir désigner une proie, une hunted, et ils auront du mouvement supplémentaire et des jets de touche supplémentaires sur cette proie. Et donc votre régiment de renom vous permet, c'est un passif, à chaque fois que le Lord Aquilor va utiliser la capacité des vents éthérés, vous allez pouvoir choisir une unité de ce régiment de renom, parce qu'en fait lui il interagit qu'avec les paladors, donc en fait vous pouvez le faire avec les Vanguard Hunter, donc en fait ce qui vous permet de faire de la FEP à 9 entre guillemets avec ces unités là. C'est un peu contradictoire au fait que les unités bougent déjà très bien. Bon, ça peut être intéressant si vous avez besoin de mobilité d'aller chercher cette régiment de renom. Et en addition de ça, vous avez +1 sur les jets de touche pour les attaques du régiment de renom. Pour les Aquilor et Vanguard Palador, ça ne se multiplie pas pour bien sûr les Vanguard Hunter. Pour l'unité Hunt, donc vous avez décidé en face noire une proie, et du coup sur celle-ci +1 touche. Vous touchez à 3 principalement, vous laissez à 3, donc vous êtes en 2+, 3+, avec un petit peu de reine, un petit peu de dégâts. La règle est sympa, hein. Franchement il n'y a pas de souci, le régiment complet est sympa, cependant 500 points, je trouve ça très cher de se priver d'un quart de ces règles. Vraiment cette armée de renom, donc c'est City, Séraphon, Luminette, Dotterkane, Idenette, Sylvanette, Cardon, Fire. Vous allez le prendre si vous avez un gros trou de mobilité, parce que cette armée va vous l'apporter. Mais attention, 500 points, ça fait très cher, je trouve,
on aurait aimé peut-être quelque chose d'un peu en dessous. Parce que le Lord Aquilor, c'est pas un bon héros. Les Paladors sont bien, mais ça reste que 15 points de vie. Et les Hunters sont sympas, mais ça reste aussi que 10 points de vie. Donc, je pense pas que beaucoup de gens iront le chercher. Si vous avez la possibilité, est-ce que vous manquez de mouvement, ils feront très bien les tactiques. Le Lord Aquilor peut faire les flancs avec les Paladors. Il vous apporte beaucoup de FEP et ainsi de suite. Cependant, ça reste très très cher. Voilà. Si vous avez besoin de dégâts, ce n'est pas ça que vous allez chercher. Vous allez chercher ça si vous avez vraiment besoin de mobilité. Et donc pour finir, le dernier régiment de renom, donc c'est celui-là des Stormdrake Guard. Pareil, toujours les mêmes inclusions. Vous avez le droit à un Knack Draconis, donc le Knack Draconis c'est 11 points de vie, CU à 3, bouge de 12, ignore la magie sur les 4+, et un Stormdrake Guard tout seul qui bénéficiera lui aussi des bonus du Knack Draconis quand ils sont à portée d'engagement. 400 points. Donc ça fait très très cher, je trouve. J'aurais aimé qu'ils fassent une ristourne un peu plus importante, parce qu'en fait ce régiment de renom pour moi se distingue aux armées qui ont besoin de mobilité, mais de mobilité un peu solide. Pourquoi est-ce que vous allez pouvoir jouer le Knight Draconis d'un côté, le Stormdrake Guard de l'autre, par exemple pour faire les flancs pour les tactiques, vous pouvez les laisser grouper pour aller chasser les héros, les choses comme ça, mais 400 points, je me répète, ça fait très très cher je trouve, et la règle qu'ils ont c'est une fois par partie seulement, vous allez pouvoir les mettre en heure de gloire, donc plus un bless pour ce régiment et plus un save, donc vous savez que le tour où vous allez les envoyer combattre, ils vont y aller, cependant, ce n'est pas une unité qui tape assez fort, même si vous êtes en reine -2 avec le héros 5 attaques, 3-3, -2-2, c'est pas mal. Le mec sur le dragon, vous pouvez choisir lance ou épée, ça vous fera 4 attaques de lance, 7 attaques d'épée, 3-3, -1-1 ou -1-2, voire -2-2 sous condition. C'est pas mal, mais ça reste très cher. Je pense que dans vos BT, si vous voulez une unité coup de poing, vous avez mieux pour 400 points. Si vous manquez de mobilité, je préfère aller chercher Niv, par exemple, que ces deux pièces-là. Ça s'entend, vraiment, c'est des bonnes pièces, il n'y a pas de souci, mais ça reste quand même 400 points. On aurait aimé quelque chose de beaucoup plus accessible, beaucoup plus compétitif pour les rendre viables. Depuis que le jeu est sorti, Games n'a changé aucun point des armées de renom, des régiments de renom, je veux dire. Donc on peut laisser supposer que ça ne changera pas. Si jamais ce dernier baisse, n'hésitez pas, ce sont deux bonnes unités qui, en autonomie, sont très stables. Cependant, bon voilà, c'est toujours pareil, là, comme je vous dis, à la lumière de ce qu'on peut voir à côté, je pense que vous avez mieux aux alentours. Nous ne regardons pas aujourd'hui tous les régiments de renom, mais vous avez Calicentol pour 230 points, qui ont de la FEP, qui sont très tanky sur un objectif. On l'a vu, Niv qui apporte de la mobilité, qui combat bien. Donc voilà, à voir. Je suis pas convaincu par ceci. Par contre, c'est vrai que c'est un régiment de renom qui n'est... deux dragons, ça se trouve d'occasion sur internet, donc vous pourrez éventuellement, pas trop cher, 50-60 €, vous retrouver avec cette pièce-là. Vous n'avez pas besoin d'acheter 2 boîtes, c'est un héros et une unité, donc un modèle, donc c'est intéressant. Donc on a pu voir aujourd'hui tout ce qui faisait le supplément des Stormcast en régiment de renom et en armée de renom. Donc les régiments de renom, ce n'est pas destiné à Stormcast, mais les armées de renom vous proposent une bonne alternative à la manière de jouer Stormcast. Donc n'hésitez pas d'en user, d'en abuser, amusez-vous avec. Si vous leur trouvez des fonctions différentes de celles que je vous propose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis moi je vais vous souhaiter une bonne journée et une prochaine sur la vidéo. Ciao tout le monde!